Voilà, c'est encore moi, c'est Artemus. Et je partage avec vous une petite lecture. Je continue avec Samarcande. Et pour redécouvrir ce livre, ce chef-d'œuvre magnifique de la langue française. Voilà. Dans le vaste divan du juge, les lointains chandeliers donnent à Hyman un teint d'ivoire. Et dès qu'il est entré, 2 gardes d'un certain âge l'ont empoigné par les épaules comme s'il était un dangereux forcené. Et, dans cette posture, il attend près de la porte. Assis, à l'autre bout de la pièce, le cadi ne l'a pas remarqué. Il achève de régler une affaire, discute avec les plaignants, raisonne l'un et réprimande l'autre. Une vieille querelle entre voisins, semble-t-il. Des rancunes ressassées, des arguties dérisoires. Abou Taher finit par manifester bruyamment sa lassitude. Il ordonne aux 2 chefs de famille de s'embrasser, là, devant lui, comme si jamais rien ne les avait séparés. Et l'un d'eux fait un pas. L'autre, un colosse au front étroit, se rebiffe. Le cadi le gifle à toute volée, faisant trembler l'assistance. Le géant contemple un moment ce personnage boulot, coléreux et frétillant, qui a dû se hisser pour l'atteindre. Puis il baisse la tête, s'essuie la joue et s'exécute. Ayant congédié tout ce monde, Abou Taher fait signe aux miliciens de s'approcher. Ceux-ci débitent leur rapport, répondent à quelques questions, s'efforcent d'expliquer pourquoi ils ont laissé se former un tel attroupement dans les rues. C'est ensuite au tour du balafré de se justifier. Il se penche vers le cadi, qui semble le connaître de longue date, et s'engage dans un monologue animé. Abou Taher l'écoute attentivement, sans laisser deviner son sentiment. Puis, s'étant ménagé quelques instants de réflexion, il commande. « Dites à la foule de se disperser, que chacun retourne chez lui par le plus court chemin, et, s'adressant aux agresseurs, « Vous tous, rentrez également chez vous, rien ne sera décidé avant demain, et le prévenu restera ici cette nuit, mes gardes le surveilleront et personne d'autre. » Surpris de se voir si vite invité à s'éclipser, le balafré esquisse une protestation, mais se ravit aussitôt. Prudent, il ramasse les pans de sa robe et se retire avec une courbette. Et quand il se retrouve face à Omar, avec pour seul témoin ses propres hommes de confiance, Abou Taher prononce cette énigmatique phrase d'accueil. Un bonheur de recevoir en ce lieu l'illustre Omar Hyman de Nishapur. Ni ironique, ni chaleureux, le cadi. Pas la moindre apparence d'émotion. Ton neutre, voix plate, turban en tulipe, sourcils en broussailles, barbe grise sans moustache et interminable regard scrutateur. L'accueil est d'autant plus ambigu qu'Omar était là depuis 1 heure, debout et dépenaillé, livré à tous les yeux, au sourire, au murmure. Après quelques secondes, savamment distillé, Abou Taher ajoute « Omar, tu n'es pas un inconnu à Samarcande, et malgré ton jeune âge, ta science est déjà proverbiale. Tes prouesses se racontent dans les écoles. N'est-il pas vrai que tu as lu 7 fois à Ispahan un volumineux ouvrage d'Ibn Sina et que de retour à Nishapur, tu l'as reproduit mot à mot de mémoire ? Hyman est flatté que son exploit authentique soit connu en transoxiane. Mais ses inquiétudes n'en sont pas balayées pour autant. La référence à Avicenne, dans la bouche d'un cadi de rite chaféite, n'a rien de rassurant. D'ailleurs, il n'a toujours pas été invité à s'asseoir. Abou Taher poursuit. Ce ne sont pas seulement tes exploits qui se transmettent de bouche en bouche. De bien curieux quatrains te sont attribués. Le propos est mesuré. Il n'accuse pas. Il n'innocente guère. Il n'interroge qu'indirectement. Et Omar estime le moment venu de rompre le silence. Le robaille que répète le balafré n'est pas de moi. D'un revers de main impatient, le juge balaye la protestation. Pour la première fois, le ton est sévère. Peu importe que tu aies composé de tel vers ou tel autre, on m'a rapporté des paroles d'une telle impiété que de les citer, je me sentirais aussi coupable de celui qui les a proférées.
Je ne cherche pas à te faire avouer, je ne cherche pas à t'infliger un châtiment. Ces accusations d'alchimie ne me sont entrées par une oreille que pour sortir de l'autre. Nous sommes seuls, nous sommes deux hommes de connaissance et je veux seulement savoir la vérité. Omar n'est nullement rassuré. Il redoute un piège, il hésite à répondre. Déjà, il se voit livré au bourreau pour être estropié, émasculé ou crucifié. Abu Taher hausse la voix et il crie presque « Omar, fils d'Ibrahim, fabricant de tentes de Nishapur, sais-tu reconnaître un ami ?» Et il y a dans cette phrase un accent de sincérité qui fouette Hayman. Reconnaître un ami ? Il considère la question avec gravité, contemple le visage du cadi, examine ses rictus, les frémissements de sa barbe. Lentement, il se laisse gagner par la confiance. Ses traits se desserrent, se relâchent et se dégagent de ses gardes qui, sur un geste du cadi, ne l'entravent plus. Puis il va s'asseoir sans y avoir été invité. Le juge sourit avec bonhomie, mais reprend sans répit son interrogatoire. « Es-tu le mécréant que certains décrivent ?» Plus qu'une question, c'est un cri de détresse que Hayman ne déçoit pas. Je me méfie du zèle des dévots, mais jamais je n'ai dit que l'un était deux. L'as-tu jamais pensé ? Jamais, Dieu m'est témoin. Pour moi, cela suffit. Pour le Créateur aussi, je crois, mais pas pour la multitude. On guette tes paroles, tes menus gestes, les miens tout autant, ainsi que ceux des princes. On t'a entendu dire, je me rends parfois dans les mosquées où l'ombre est propice au sommeil. Seul un homme en paix avec son Créateur pourrait trouver le sommeil dans un lieu de culte. En dépit de la moue dubitative d'Abu Taher, Omar s'enflamme et renchérit. Je ne suis pas de ceux dont la foi n'est que terreur, du jugement, dont la prière n'est que prosternation. Ma façon de prier, je contemple une rose, je compte les étoiles, je m'émerveille de la beauté de la création, de la perfection de son agencement, de l'homme, la plus belle œuvre du Créateur, de son cerveau assoiffé de connaissances, de son cœur assoiffé d'amour et de ses sens, tous ses sens, éveillés ou comblés. Les yeux pensifs, le cadi se lève, vient s'asseoir à côté de Hayman, pose sur son épaule une main paternelle. Les gardes échangent des regards ébahis. « Écoute, mon jeune ami, le Très-Haut t'a donné ce qu'un fils d'Adam peut obtenir de plus précieux, l'intelligence, l'art de la parole, la santé, la beauté, le désir de savoir, de jouir de l'existence, l'admiration des hommes et, je le soupçonne, les soupirs des femmes. J'espère qu'il ne t'a pas privé de la sagesse du silence, sans laquelle rien de tout cela ne peut être apprécié ni conservé. Me faudra-t-il attendre d'être vieux pour exprimer ce que je pense ? Le jour où tu pourras exprimer tout ce que tu penses, les descendants de tes descendants auront eu le temps de vieillir. Nous sommes à l'âge du secret et de la peur. Tu dois avoir deux visages, montrer l'un à la foule et l'autre à toi-même et à ton Créateur. Si tu veux garder tes yeux, tes oreilles et ta langue, oublie que tu as des yeux, des oreilles et une langue. Et le cadi se tait, son silence est abrupt, non de ces silences qui appellent les mots de l'autre, mais de ces silences qui grondent et emplissent l'espace. Omar attend, le regard à terre, laissant le cadi choisir parmi les mots qui se bousculent dans sa tête. Mais Abu Taher respire profondément et intime à ses hommes un ordre sec. Ils s'éloignent et dès qu'ils ont refermé la porte, ils se dirigent vers un coin du divan, soulèvent un pan de la tapisserie, puis le couvercle d'un coffre en bois damassé. Il en retire un livre qu'il offre à Omar d'un geste cérémonieux, adouci, il est vrai, d'un sourire protecteur. Or, ce livre, c'est celui-là même que moi, Benjamin O. le Sage, j'allais un jour tenir dans mes propres mains. Au toucher, il a toujours été semblable, je suppose. Un cuir épais, rêche des renfoncements en queue de pan, des bords de feuilles irréguliers, effrités. Mais lorsque Hayman l'ouvre en cette inoubliable nuit d'été, il ne contemple que 256 pages vierges. Ni poème encore, ni peinture, ni commentaire en marge, ni enluminure. Pour marquer son émoi, Abu Taher prend un ton camelot. C'est du Gagès chinois, le meilleur papier qui ait jamais été produit par les ateliers de Samarcande. Un juif du quartier de Mathuride l'a fabriqué à mon intention, selon une antique recette entièrement à base de mûrier blanc.
Tâte-le, il est de la même sève que la soie. Il s'éclaircit la gorge avant de s'expliquer. J'avais un frère de 10 ans, mon aîné. Il avait ton âge. Et quand il est mort, écartelé dans la ville de Barle pour avoir composé un poème qui avait déplu au souverain du moment. On l'a accusé de couver une hérésie. Et je ne sais si c'était vrai, mais c'est à mon frère que j'en ai voulu d'avoir joué sa vie sur un poème. Un misérable poème à peine plus long qu'un Robaya. Sa voix trébuche et se relève essoufflée. Garde ce livre, et chaque fois qu'un vers prendra forme dans ton esprit, qu'il s'approchera de tes lèvres, cherchant à sortir, refoule-le sans ménagement, écris-le plutôt sur ces feuilles qui resteront au secret. Et en écrivant, pense à Abu Taher. Le cadi savait que par ce geste, par ces paroles, il donnait naissance à l'un des secrets les mieux tenus de l'histoire des lettres, qu'il faudrait attendre 8 siècles avant que le monde ne découvre la sublime poésie d'Omar Khayyam, avant que ces Robayas ne soient vénérés comme l'une des œuvres les plus originales de tous les temps, avant qu'il ne soit enfin connu, avant que ne soit enfin connu l'étrange destin du manuscrit de Samarcande. Bon, bah je crois que c'est bon là. Ouais. Voilà, œuvre magnifique. Je m'incline à la qualité de cet ouvrage est incroyable. La qualité de l'écriture, moi j'hallucine. C'est un des plus beaux livres. Et surtout d'avoir, en lisant ce livre, comme si j'avais un accès sur ce Moyen-Âge, cette période, sur ce lieu qu'est Samarcande. C'est incroyable. J'avais oublié de lire la 4e de couverture. Je le fais rapide. Amin Maalouf, Samarcande. Samarcande, c'est la Perse d'Omar Khayyam, poète du vin, libre penseur, astronome de génie, mais aussi celle de Hassan Saba, fondateur de l'ordre des assassins, ou Hachachine, la secte la plus redoutable de l'histoire. Samarcande, c'est l'Orient du 19e siècle et du début du 20e, le voyage dans un univers où les rêves de liberté ont toujours su défier les fanatismes. Samarcande, c'est l'aventure d'un manuscrit qui, né au 11e siècle, égaré lors des invasions mogholes, est retrouvé des siècles plus tard. Et Amin Maalouf, l'auteur de Léon l'Africain, nous conduit sur la route de la soie à travers les plus envoûtantes des cités d'Asie que nous ravit par son extraordinaire talent de conteur. Voilà. Merci à mon pote Hassan qui m'a recommandé ce livre il y a peut-être 25 ans. Merci, à très vite, salut.